Merci infiniment. Merci, mon cher Salah. C'est un plaisir que d'être avec vous tous aujourd'hui à Casablanca, dans ce merveilleux site de l'ISCAE qui a formé tant de responsables politiques, économiques, marocains. Un plaisir d'assister à ces premières universités d'été de la CGM et d'être devant une assistance faite de gens entreprenants, dynamiques, énergiques, nous l'avons vu avec ces deux jeunes entrepreneurs tout à l'heure. Je suis également très heureux d'être avec mon ami et vieux camarade de lutte, Jean-François Copé. Je suis heureux de saluer Myriam El Khomri qui a poursuivi quelques années plus tard la bataille pour l'emploi dans notre cher et vieux pays. Heureux de saluer le Premier ministre, ancien Premier ministre du Mali, et tant d'amis ici rassemblés. Bien sûr, l'ambassadeur de France, avec lequel j'ai longtemps travaillé, le consul général, Arnaud Tsuri également. Donc c'est un plaisir pour moi que de me retrouver sur la terre de ma naissance, dans un pays plein de promesses, avec plein d'idées et d'audace. Mais comme l'a dit Salah, dans un monde compliqué, il vaut mieux savoir sur quel terrain on s'avance. Et je fais au quotidien l'expérience du monde, puisque mon métier aujourd'hui, c'est de voyager à travers la planète et de prendre le pouls des États, des organisations internationales. Et je me retrouve dans la situation de cet homme qui se jette d'une tour de 100 étages et qui, arrivé au 50e étage, est interpellé par quelques badauds à la fenêtre qui lui disent « Comment ça va ?» Pour le moment, ça va. Pour le moment, ça va, mais il vaut mieux se préparer à la suite et il n'est pas sûr qu'il n'y ait que des bonnes nouvelles devant nous dans ce monde interdépendant, changeant, confronté à des crises. Pour que nous mesurions l'ampleur des défis auxquels nous sommes confrontés, il faut comprendre que nous subissons 3 chocs historiques sans précédent, mais cette fois-ci, nous les subissons en même temps. Le choc qui a été celui du XXe siècle, qui est le choc des extrêmes, la montée d'un certain nombre d'idéologies, et notamment d'extrême droite, se cumule avec ce choc qui a été celui du XVIIIe et la charnière entre le XVIIIe et le XIXe siècle, qui a été l'avènement d'un nouvel ordre social et politique, avec un 3e choc, qui a été celui des grandes découvertes et du grand mouvement des plaques tectoniques entre le XVe et le XVIe siècle. C'est dire que tous ces chocs aujourd'hui constituent la vraie nature de notre monde en mouvement. Et les défis, on le voit bien, sont nombreux. On regarde du côté de l'Europe et c'est la montée des populismes, la montée des extrémismes, la montée des sécessionnismes, des séparatismes. On le voit avec la question du Brexit, la question de la Catalogne. Donc beaucoup de défis qui aujourd'hui restent pour beaucoup sans réponse ou avec peu de réponses. On regarde du côté des États-Unis, on découvre la montée du souverainisme, de l'unilatéralisme américain et du protectionnisme. C'est dire que le contexte dans lequel nous avançons a profondément évolué et nous sommes dans un temps d'effondrement des grands repères qui avaient organisé le monde après la Deuxième Guerre mondiale. Si l'on prend ces piliers qui avaient assis, en quelque sorte, la réalité de notre monde, un par un, prenons la démocratie libérale, elle s'était ancrée très fortement au lendemain de la guerre, et après la chute du mur de Berlin, nous avions pensé que nous avancions les uns et les autres vers un monde radieux où l'idéal démocratique serait l'idéal partagé au lendemain de la chute de l'Union soviétique. Force est de constater, quand on regarde le monde aujourd'hui, que ces démocraties libérales sont à l'épreuve. Elles sont à l'épreuve des démocraties illibérales et elles sont à l'épreuve de certains régimes autoritaires qui, aujourd'hui, trouvent un certain nombre de recettes qui peuvent donner le sentiment que ces régimes contrôlent mieux leur société, sont davantage en prise sur les réalités économiques et plus réactifs par rapport aux défis du nouveau monde. Prenons un 2e pilier, qui est celui du capitalisme financier. Force est de constater également que ce capitalisme financier, il est à l'épreuve
des réalités, des inégalités sociales, des inégalités éducatives, des inégalités territoriales. Et c'est un défi auquel le Maroc est soumis, comme la France et comme tous les pays du monde. Inégalité entre le centre et la périphérie des villes, entre des territoires qui aujourd'hui souffrent de désertification et sont confrontés aux problèmes de pénurie d'emploi, et au contraire des territoires qui concentrent toute l'activité et qui, de ce fait, sont soumis à beaucoup de suspicions et d'envie de la part des autres. Forcément, le capitalisme financier traditionnel, qui espérait, à travers toutes sortes de théories, dont celle du ruissellement, on donne davantage aux entreprises, on donne davantage aux élites, et le bonheur est partagé par une richesse plus grande, force est de constater que ces promesses tardent à venir et soumettent ce capitalisme financier, là encore, à une dure épreuve. Prenons un troisième pilier qui est l'ordre multilatéral. Cet ordre multilatéral, il s'est affirmé au cours des dernières décennies comme devant être la recette, un monde plus équilibré au-delà de l'unilatéralisme américain qui s'était affirmé avec George Bush au début des années 2000, après la crise du 11 septembre. Cet ordre multilatéral, lui aussi, il est confronté à des difficultés et il est mis en particulier à l'épreuve par la politique de Donald Trump qui marque clairement sa vision du monde, qui est celle d'une vision dominée par la souveraineté des États et d'abord, bien sûr, par la souveraineté américaine, la primauté de l'intérêt américain sur l'intérêt du monde. On retrouve une formule qui avait fait Flores en son temps aux États-Unis, ce qui est bon pour General Motors est bon pour le monde. Force est de constater que le monde ne partage pas forcément ce sentiment. Cette crise, ou ces crises de la démocratie, du capitalisme, du multilatéralisme ne doivent pas faire oublier d'autres crises qui touchent l'ensemble des États du monde, et je pense en particulier à la crise du modèle écologique. Aujourd'hui, l'effondrement de la biodiversité, aujourd'hui, le réchauffement climatique constitue une épreuve pour l'ensemble de la planète. On le voit bien sûr pour les pays qui sont les plus menacés par la montée des eaux, par exemple, dans le Pacifique, par les pays qui subissent des transformations du fait des gaz à effet de serre. C'est une menace qui doit être prise au sérieux, d'autant que nous courons après cette menace et que l'on voit bien les dégâts se multiplier année après année à travers notre planète. Alors ce temps d'effondrement de nos repères, soit nous conduit à un pessimisme qui ne serait pas de bon aloi, soit nous conduit à voir la réalité du monde d'aujourd'hui. En fait, ce qui se cache derrière cet effondrement des repères du monde, c'est une transition historique sans précédent. C'est un changement dans l'organisation du monde, dans l'organisation de la puissance, c'est une repolarisation du monde. Et beaucoup des conflits, beaucoup des tensions qui sont annoncées sur cette scène internationale, je pense à la guerre commerciale par exemple, je pense à la multiplication des crises régionales, cachent en fait un affrontement qui aujourd'hui n'est plus un affrontement feutré entre la Chine et les États-Unis. La réalité de la politique de Donald Trump, dont certains veulent penser que c'est une réalité passagère et qui terminera avec Donald Trump, est en fait un mouvement historique qui a saisi les États-Unis depuis plusieurs années, dès Barack Obama et même bien avant, et qui conduit les Américains à regarder cette vérité en face, c'est que leur toute-puissance, leur domination est aujourd'hui menacée par l'ascension chinoise. Et que face à cette ascension chinoise, Donald Trump, plus que les présidents américains précédents, ont souhaité prendre le taureau par les cornes et retarder l'avènement de la puissance chinoise, comme puissance globale, militaire, stratégique, politique, économique, commerciale. Et pour retarder cet avènement, quel meilleur outil que de mettre en avant l'inégalité dans l'application des règles en matière commerciale qui cache d'autres compétitions et d'autres affrontements. En particulier, derrière la bataille commerciale se cache une bataille pour les investissements et se cache surtout
une bataille technologique. L'enjeu du monde d'aujourd'hui, c'est la définition d'un monde qui sera très différent de celui que nous connaissons aujourd'hui et où l'exercice de la domination se fera à travers des moyens nouveaux, et en particulier les moyens technologiques, notamment la maîtrise des technologies de l'information et notamment l'intelligence artificielle, avec une Chine qui a décidé d'investir 60 milliards de dollars par an dans cette intelligence artificielle. Ce nouveau monde, à travers l'Internet des objets, tous ces objets connectés, dessine une nouvelle forme de puissance et de domination qui, évidemment, change complètement notre façon de vivre, notre façon de nous organiser, à la fois socialement et politiquement. On le voit à travers déjà la mainmise des réseaux sociaux sur la vie politique. Aujourd'hui, quelques groupes bien organisés peuvent, à travers un tweet, à travers un message, susciter une campagne de boycott sur tel et tel produit, susciter un changement ou un ciblage dans la vie politique qui conduit à de profondes transformations. Imaginez ces outils et leur effet à l'échelle planétaire, la révolution qu'introduit la cybersécurité ou la cybertechnologie dans notre monde. L'enjeu est évidemment colossal quand on se rend compte que non seulement il s'agit de transformer les relations économiques et les relations techniques, mais aussi de transformer la nature humaine. Et c'est tout le champ donné aux biotechnologies, à l'intelligence artificielle. Donc c'est l'homme lui-même qui devient l'objet de sa propre transformation. Donc ces défis vont profondément changer la planète. Et évidemment, la Chine a décidé, méthodiquement, scientifiquement, de changer sa posture. Vous vous rappelez tous quel était l'adage de Deng Xiaoping dans les années 70. Il s'agissait pour la Chine, pays dit en voie de développement, d'affirmer modestement sa volonté d'arriver parmi les grandes nations. Aujourd'hui, la puissance chinoise, elle est affirmée à partir du 19e congrès, et la Chine veut véritablement montrer sa capacité et sa présence à la tête des nations du monde. Et donc cet affrontement entre la Chine et les États-Unis introduit un changement profond parce qu'il se double d'une compétition idéologique retrouvée. On avait cru que l'affrontement entre les États-Unis et l'Union soviétique appartenait au passé. On retrouve une compétition idéologique très forte et on le voit quand les modèles autoritaires s'affrontent aux modèles dits démocratiques. Et force est de constater que les modèles autoritaires aujourd'hui ont parfois plus d'attrait, on le voit en Europe, parce qu'ils apparaissent mieux à même d'apporter des réponses concrètes aux populations. La question de l'immigration en Europe, qui est un problème que nous avons en partage des deux côtés de la Méditerranée, montre bien la capacité de réaction très forte des démocraties libérales qui donnent le sentiment à leur population d'être davantage en prise avec la réalité parce qu'elles prennent en compte cette question des identités. Les peuples, dans un monde qui change, les peuples ont peur, ils voient la montée de ces nouvelles tensions et évidemment, ils veulent défendre leurs valeurs, leurs univers, leur mode de vie, leur société, leur civilisation. Donc on se rend compte que le rapport de force est en train de changer, au risque de voir ce qui paraissait chassé de la scène internationale, le risque de guerre qui apparaissait devoir surtout se développer à la périphérie du monde, dans des crises locales, redevenir une question centrale. C'est le fameux piège de Thucydide, où on observe que dans les 500 dernières années, par 16 fois, il y a eu un risque d'affrontement entre une puissance descendante et une puissance ascendante, en l'occurrence aujourd'hui, non plus Sparte et Athènes, mais la Chine et les États-Unis. 12 fois sur 16, 12 fois, la guerre s'est trouvée avérée. Et on voit bien que cette guerre, elle est possible aujourd'hui à travers la crise iranienne, elle est possible également à travers la crise nord-coréenne, parce qu'on ne peut plus limiter les relations entre États à des domaines spécifiques. Quand bien même la crise entre la Chine et les États-Unis est d'abord une crise commerciale aujourd'hui, la possibilité de vouloir régler des comptes par le biais politique, d'aller chatouiller la Chine à Taïwan ou d'aller chatouiller la Chine en mer de Chine du Sud, elle existe du côté américain, compte tenu de l'ambition qui est
de paralyser cette montée en puissance de la nouvelle puissance mondiale, la Chine. Dans ce contexte, nous avons un risque. Et quand je dis nous, je pense nous, Européens, et vous, ici au Maghreb, Maroc, vous, pays émergents. Nous avons un risque, c'est de nous retrouver marginalisés à travers la polarisation entre ces deux mondes. Dans le fond, on se retrouverait dans la situation de celui qui doit choisir son camp. C'est évidemment la règle du jeu du nouveau monde, soit se rapprocher du camp de ceux qui s'affirment plutôt à travers la démocratie libérale et les régimes autoritaires, soit au contraire rester dans le camp du monde occidental qui aujourd'hui fait face à la menace d'une désoccidentalisation du monde, à la menace d'une démondialisation, et qui paraît un petit peu chaos par la multiplication des coups reçus au cours des dernières années et qui a du mal à retrouver sa place sur le ring. Alors je voudrais vous donner ma conviction. Je crois que dans ce nouveau monde, c'est vrai pour la France, c'est vrai pour le Maroc, il est extrêmement important d'inventer une voie nouvelle dans la fidélité à ce que nous sommes. Et inventer une voie nouvelle dans la fidélité à ce que nous sommes, ça veut dire rester des puissances qui utilisent leurs atouts. Et le premier de nos atouts, c'est d'être capable d'exercer nos capacités de médiation, notre capacité d'être des ponts entre des mondes différents. Et c'est la chance d'un pays comme le Maroc, et c'est aussi la chance d'un pays comme la France. C'est-à-dire éviter justement ce jeu de polarisation qui réduirait notre identité, réduirait nos capacités et ferait de nous, ce qui est une menace pour l'Europe aujourd'hui, une variable d'ajustement dans le monde international, c'est-à-dire que nous perdrions sur l'ensemble des tableaux à n'être pas tout à fait avec les États-Unis et pas tout à fait, évidemment, avec les autres pays. Donc, variable d'ajustement soumis au choc des tensions entre les grands, incapables de s'affirmer comme acteurs de la vie internationale. Je crois qu'il est essentiel, à ce moment-là, de choisir et de valoriser nos potentialités, la France, puissance continentale, mais aussi puissance méditerranéenne, regardant vers l'Afrique et capable de servir de pont vers ce continent qui s'affirme. En 2050, 2,5 milliards d'habitants en Afrique, sur le continent, et en 2100, 4,5 milliards. Donc des potentialités économiques formidables. Cette capacité, c'est aussi l'histoire et la vocation du Maroc. Rôle de pont, rôle de passerelle, bien sûr à l'intérieur du Maghreb arabe, bien sûr entre le monde et l'Afrique, vocation de plateforme vers l'Afrique qui permet de faciliter la compréhension à la fois pour les grands groupes et pour les États de ces réalités africaines. On le voit à travers les réseaux financiers, les réseaux d'assurance, à travers l'ouverture décidée par Sa Majesté Mohamed VI vers l'Afrique à travers les différentes visites qu'il a effectuées, le retour dans l'Union africaine, le retour au sein de la CEDEAO, autant d'atouts pour le Maroc dans sa capacité à peser sur le choix des uns et des autres et à éviter la montée des tensions. Donc, premier conseil, entre guillemets, s'assumer dans notre différence, s'assumer dans notre vocation. La deuxième réalité auquel nous sommes confrontés dans un monde changeant, c'est l'impératif d'innovation et l'impératif d'éducation. Par définition, c'est le grand défi. Si l'on veut participer aux potentialités qui sont nombreuses de ce nouveau monde qui change, explorer de nouveaux possibles, eh bien, il faut avoir la capacité, les logiciels, la formation pour être à même de comprendre et de saisir les opportunités. Et l'effort engagé par le Maroc sur ce terrain est évidemment essentiel, comme il est essentiel pour la France dans la définition de notre modèle économique. L'évolution d'un modèle économique performant sur la scène mondiale suppose une capacité à innover, une capacité à mieux former l'ensemble de nos acteurs dans les différents domaines de la vie publique. Il y a un troisième effort qui est indispensable et qui est celui d'une solidarité qu'exprime bien aujourd'hui cette réunion de la CGM. Aujourd'hui, pour réussir dans la vie internationale et pour subir les chocs dont nous parlons, il faut une capacité à agir en réseau. On ne peut pas réussir seul. L'exemple de l'Allemagne est intéressant par la capacité à associer les grandes entreprises, les moyennes entreprises et les PME. Il faut donc, et les jeunes le soulignaient, avancer solidaire.
avancer en tendant la main aux uns et aux autres, et tout ce qui renforce cet écosystème entrepreneurial est susceptible de permettre de mieux peser sur la scène régionale, la scène nationale et la scène internationale. Valoriser cette capacité à agir ensemble et prendre en compte les exigences de l'insertion sociale, régionale, locale. Et ce sera le dernier message que je voudrais défendre devant vous, c'est l'impératif, au-delà de l'imagination, au-delà de la solidarité, pour l'entrepreneur d'aujourd'hui, d'être éthique. L'entreprise, c'est d'abord la création de valeur. Alors bien sûr, une valeur économique, bien sûr, une valeur financière qui nourrit la possibilité de nouveaux investissements et de nouveaux développements. Mais c'est aussi une valeur éthique qui crée de l'exemplarité et qui permet, et c'est très important aujourd'hui, qui crée de l'acceptation, de la compréhension dans un environnement social, dans un environnement environnemental, dans un environnement culturel. Les entreprises qui se soucient de ce qui se passe autour d'eux, dans les villages avoisinants, à travers des accompagnements éducatifs, dans la formation d'emploi, dans la défense d'un certain nombre de projets locaux ou régionaux ou nationaux, sont des entreprises qui sont mieux comprises. Comment résister à l'emprise des réseaux sociaux, à l'emprise des polémiques, à l'emprise des campagnes de diffamation? Comment mieux résister qu'à travers cette anticipation d'une entreprise soucieuse de défendre l'intérêt général et qui mène des initiatives qui sont connues et qui donnent des résultats. En conclusion, un mot. Plus que jamais dans l'agenda des entreprises, comme dans l'agenda des responsables politiques, il est essentiel d'intégrer cette exigence de résultat. Si la démocratie souffre à travers le monde, c'est parce qu'elle se croit autorisée en permanence à demander des efforts à ses citoyens, alors que les retours vers ses citoyens tardent. Un homme politique qui arrive au pouvoir aujourd'hui et qui n'est pas capable d'organiser des résultats, une perception par sa population des résultats, c'est forcément pour un gouvernement, pour un président, pour un régime politique quel qu'il soit, une épreuve qui conduit à l'échec. Il faut que les gens voient en matière entrepreneuriale comme en matière politique cette logique de résultats concrets, mesurables. Les Chinois, et beaucoup de choses se passent dans ce grand pays, ont défini un certain nombre de nouveaux indicateurs en matière d'environnement, par exemple. Mais on pourrait définir des indicateurs sociaux, des indicateurs de qualité de vie au sein d'une entreprise, permettre de mesurer au quotidien les efforts engagés et les résultats obtenus. Cette logique de résultat, c'est la meilleure façon de mobiliser ses salariés, ses employés, c'est la meilleure façon de mobiliser ses citoyens, c'est d'arriver à montrer que la politique, ce n'est pas uniquement du blabla, c'est d'arriver à montrer que l'entreprise, ce n'est pas uniquement des bénéfices pour le chef d'entreprise et pour un conseil d'administration, c'est de montrer que l'ensemble de l'entreprise, l'ensemble de la collectivité en tire profit. Cette logique de résultat doit conduire à un nouveau type de management, à un nouveau type de gouvernance au sein de l'entreprise comme au sein des États. Il faut être capable d'accompagner l'effort d'une collectivité, l'effort d'une entreprise, par une perception du côté des salariés, du côté du terrain, que les choses vont dans le bon sens, que la réalité du quotidien s'améliore et que donc il est important de continuer l'effort. Cette dichotomie entre les élites et les populations, qui ne cesse de s'aggraver aujourd'hui dans le monde, et aucun pays n'est à l'abri de cette situation, nourrira toutes les folies populistes, nourrira toutes les intransigeances, tous les extrémismes, si la démocratie oublie de rétablir cette passerelle essentielle, qui est que derrière les efforts des uns et des autres, il y a une amélioration de la situation, il y a des résultats concrets qui conduisent à persévérer dans l'effort. Voilà le message très simple que je voulais partager avec vous, en me réjouissant de voir un Maroc entreprenant, dynamique et éthique s'atteler à la dure tâche de l'avenir. Merci.